Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est grand temps de recevoir le prochain invité de la soirée. Il s'appelle Maxime et il va nous présenter le croque jardin. Bonsoir Maxime. Bonsoir. On est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. De même, de même. Écoutez, j'ai pas mal de questions à vous poser. Vous avez donc une micro-ferme qui propose plein de belles choses. Évidemment, on va découvrir tout ça au cours de l'interview. Mais la toute première question que j'ai envie de vous poser, elle est assez simple. Qu'est-ce qui vous a finalement donné envie de vous lancer dans un projet comme celui-là, celui d'ouvrir une micro-ferme? Expliquez-nous. Tout d'abord, c'est plutôt un projet de vie à l'origine. J'avais un travail dans une entreprise de menuiserie aluminium dans laquelle je passais beaucoup trop de temps à mon goût au travail et pas assez avec ma famille. Je voyais pas trop ma fille grandir. Et à un moment, on savait qu'avec mon ami, on en avait déjà discuté, qu'on voulait se mettre au vert. On avait un projet plutôt se mettre au vert une vingtaine d'années plus tard. Et au final, vu la conjoncture de mon travail de l'époque, on s'est dit qu'on allait peut-être accélérer ce planning. Du coup, on s'est mis à rechercher un petit peu des maisons d'habitation, des lieux d'habitation. Et on a trouvé une maison à Bertigna avec un petit peu de terrain. Et c'est ça qui nous a, du coup, décidé à changer de métier. Et après, par rapport au projet de maraîchage et de conserverie, ça s'est fait un petit peu sur place avec la manière dont étaient configurés les terrains, nos envies aussi de l'époque, et vraiment l'idée de centrer le projet autour d'un projet de famille, de pas recréer un schéma de travail comme j'avais connu en entreprise, mais plus pouvoir se dégager du temps pour nos enfants, pour pouvoir passer du temps avec eux, les voir grandir et essayer de leur proposer le meilleur cadre de vie possible. D'accord, donc oui, l'idée c'était surtout de vous recentrer sur vous, sur votre famille, et puis également d'avoir un moyen de manger mieux, j'ai envie de dire, puisque au moins vous avez vos propres cultures. Oui, tout à fait. Il y avait ce côté aussi un petit peu d'autonomie alimentaire par rapport à ça. Du coup, on fait du maraîchage sur 3000 mètres carrés, donc c'est sur toute petite surface. On a 2 serres, et la particularité de notre ferme, c'est que la plupart des produits que l'on cultive, on va les transformer. Donc, dans une grange qui était là, on l'a totalement réaménagé. On a créé un atelier de transformation. Donc en gros, c'est 70 mètres carrés de cuisine professionnelle dans lesquels, du coup, le matin ou la veille, on ramasse des légumes et l'après-midi ou le lendemain, on va les transformer. Du coup, on D'accord. a développé toute une gamme de recettes par rapport à ça. Ça va aussi bien des pestos, donc avec des feuilles de basilic ou des fans de carottes, des fans de fenouil. En ce moment, on fait ça là. Sur des tartinades aussi, sur des soupes, des pickles. On a toute une gamme de sauces, tomates, de ketchup. On a 3, 4, 5 ketchup différents. Des soupes, des sirops et des petits plats un peu préparés. Oui, donc effectivement, tout un tas de recettes. Alors je vous rassure, on va y revenir d'ici quelques instants parce que j'ai évidemment beaucoup de questions à vous poser. Mais avant de parler effectivement de toutes ces recettes, j'ai envie de découvrir un petit peu vos méthodes de travail un petit peu sur votre ferme. Du coup, vous travaillez avec des procédés permacoles et agroécologiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela veut dire ? Oui, tout à fait. Du coup, l'idée, la grande idée générale de notre ferme et la manière dont on travaille, c'est qu'on se dit que pour qu'on ait des légumes qui poussent, qui soient en bonne santé, qu'ils n'aient pas de problème sanitaire et qui produisent bien, il faut qu'on nourrisse le sol. Parce que le sol, du coup, c'est pas juste un substrat pour que la plante pousse, c'est aussi là-dedans qu'il y a toute la vie et tous les nutriments de la plante qui vont se créer. Du coup, on part de ce principe-là. On nourrit le sol pour que le sol puisse nourrir la plante après. Du coup, concrètement, ça passe par apporter pas mal de matière organique, que ce soit il y a des paillages qu'on fait avec de la paille ou du foin, donc pour maintenir une couverture du sol, pour éviter l'enherbement, garder l'humidité, mais aussi toute cette matière organique qui va se faire décomposer par le sol l'année d'après sera du nutriment pour la plante. Ça va être essayer de travailler le moins possible le sol pour éviter de chambouler toute la vie, que ce soit les petites bêtes qu'on voit, mais aussi toutes les petites bêtes qu'on voit pas et tous les champignons qui sont là, qui font un gros travail de réseau dans le sol au niveau de la conduction des nutriments et de l'eau. Donc voilà, on essaye de travailler assez peu le sol. On fait pas nos semences, mais on les achète.
soit sur des semenciers bio, soit sur un semencier qui est local, qui est à Marsac, ici à côté de chez nous. Donc dans l'idée de ne pas avoir d'hybride non plus, d'avoir que des semences reproductibles avec un patrimoine génétique un petit peu plus large qui puisse s'adapter aux différentes maladies que l'on peut avoir. Sur la ferme, on a des poules. Et l'idée un petit peu de la permaculture, peu importe quel acte on met en œuvre, mais on a toujours en tête que pour chaque action qu'on va faire, il faut qu'il y ait plusieurs conséquences. C'est-à-dire, par exemple, on a des poules. Donc la première conséquence, c'est qu'on peut ramasser des œufs. La deuxième, c'est que ça nous fait du fumier, donc on va réutiliser sur nos terrains maraîchers. Et la troisième, enfin, il pourrait y en avoir plus, mais la troisième qu'on utilise, c'est le fait que la poule, dans son mode de vie, elle va gratter le sol, elle va becqueter, elle va chercher des petits insectes. Du coup, en fin d'année, on fait parcourir le parc des poules vient sur nos planches maraîchères et elles viennent comme ça finir de nettoyer les fins de culture. Elles vont finir de manger les choux en fin de saison, elles vont gratter le sol, elles vont manger toutes les petites puces, toutes les petites punaises qui nous embêtent pendant la culture parce qu'elles viennent pomper la sève du chou. Et du coup, le fait d'avoir des poules, avec la vision permacole, ça permet d'avoir trois finalités différentes et on essaye de valoriser ces trois finalités. Voilà, l'idée de la permaculture, c'est pas forcément une recette pour faire du maraîchage ou tout autre. C'est plutôt une méthodologie qui peut s'adapter à tout un tas de projets, et notamment de ce que je viens d'essayer de vous expliquer. Une action a plusieurs finalités, plusieurs conséquences. Il y a un système comme ça redistributif. On fait une action pour faire quelque chose, mais il y a plein de petits à côté. Et ces petits à côté, il ne faut pas les négliger et essayer d'en profiter. Bien sûr, en tout cas, ce sont de très belles méthodes, c'est vrai, et vous avez vraiment bien fait de choisir la permaculture. Et alors, du coup, avec cette permaculture, est-ce que vous arrivez quand même à vous adapter à des difficultés comme les changements climatiques? Parce que malgré tout, aujourd'hui, c'est un véritable problème pour le coup. Oui, c'est un véritable enjeu. Nous, quand on s'est installé ici, avec mon ami, donc on s'est installé à deux avec Marie-Laure. On n'est pas du tout issus du milieu agricole et ici, on s'est installé du coup il y a presque 10 ans maintenant. Les questions de l'eau, notamment, c'était pas du tout des préoccupations actuelles comme on a aujourd'hui. On regardait un petit peu l'accès à l'eau, mais on avait ici une petite source. Et on est dans le Puy-de-Dôme, sur de la petite montagne, un endroit où il pleut plus de 600 mm par an. Donc l'eau, on en a toute l'année. Mais là, du coup, depuis 10 ans, on voit bien que l'eau, il y a toujours 600 mm par an, mais ça tombe pas du tout de manière régulière, ça tombe tout d'un coup en été. Il y a assez peu d'eau ou de neige en hiver, donc les pleins des sols ne se font pas. Donc il y a tout un tas de stratégies qu'on a dû remettre en place par rapport à ça. Du coup, on a par exemple fait creuser un bassin sur lequel on a récupéré plugué toutes les toitures de nos bâtiments dessus pour récupérer un maximum d'eau. On a une phytoépuration pour traiter toutes nos eaux grises, qu'elles soient personnelles ou de l'atelier de transfo. Et du coup, le point final, après que l'eau ait été traitée par les différents bassins de phytoépuration, ça va aussi dans le bassin, dans lequel, du coup, dans cette eau de bassin, on la repompe pour pouvoir irriguer. Donc on met en place plein de stratégies comme ça. On plante des arbres pour faire de l'ombre autour des planches de culture. On fait pousser de la vigne sous les serres pour pareil faire de l'ombre à l'intérieur et rapporter un petit peu de fraîcheur par l'évapotranspiration. Oui, il y a tout un tas de petites choses comme ça qu'on essaie de mettre en place. On est aussi dans un réseau d'agriculteurs bio, la FRAB, la Fédération régionale d'agriculture biologique. Et à l'échelle de l'Auvergne, on a 2 techniciens maraîchers qui nous accompagnent du coup pour essayer de mettre en place et aussi faire de la recherche parce que il y a le changement climatique, ça arrive vite et fort. En Auvergne, on n'est pas du tout épargné. On est même une des régions où on a le plus d'impact sur la métropole. Et du coup, on a aussi des accompagnements via ce réseau avec des labos de recherche pour essayer de travailler, par exemple, sur l'ombrage des serres. Avant, c'est quelque chose qu'on faisait pas, mais maintenant, l'été, on met des voiles sur les serres pour qu'il y ait moins de soleil qui passe dedans, qu'elles montent moins en température. Ça, par exemple, c'est des techniques qui, il y a même 5 ans ou 10 ans, chez nous, ça n'existait pas. Dans le sud de la France, ils le faisaient, mais en Auvergne, on le faisait pas. Et on n'a Il y pas a le plein de choix. choses comme ça qui changent. Eh ben non, on n'a pas le choix.
on subit tout à fait ce changement climatique. Donc c'est à nous de trouver des solutions et en collectif, on est plus fort pour trouver toutes ces solutions-là. Bien sûr, tout à fait. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que je vois que vous utilisez véritablement tout l'environnement que vous avez autour de vous. Vous parliez de plantation d'arbres, également de bassins que vous avez créés pour récupérer l'eau. Donc oui, c'est très important de travailler avec cet environnement pour que vos cultures se passent bien par la suite. Oui, tout à fait. Et on a un point de vigilance là-dessus, à travailler avec toute la biodiversité qui est présente autour de la ferme, de créer plein d'univers différents. On a des arbres, on a des haies, on laisse des tas de bois morts pour que les belettes elles viennent là pour manger le râteau-pied. On laisse des tas de cailloux, pareil, pour avoir plein de lézards. Et puis eux aussi, ils vont manger tout un tas de petites mouches et de petits pucerons qui vont nous embêter dans les cultures. Donc ouais, il y a tout un travail de mise en place comme ça, ce qu'on appelle des IAE, des infrastructures agroécologiques, qui vont chacun avoir un petit rôle et abriter un certain nombre d'espèces qui vont nous aider au jardin. Alors effectivement, vous mettez plein de choses en place avec votre ferme, mais est-ce que vous avez justement réussi à obtenir un label avec tout ça ? Eh ben, dès le début, on a pris le label bio, le petit logo AB, parce que c'était un label qui nous paraissait totalement cohérent par rapport aux pratiques que l'on faisait. On n'a pas eu besoin de se questionner bien longtemps pour dire qu'on mettait pas de chimie dans nos sols et qu'on essaie de respecter et de nourrir le sol plutôt que nourrir les plantes. Donc ça a été assez vite un acquis de notre part. D'accord, écoutez, en tout cas, c'est chouette et c'est important de le savoir. Alors, on va maintenant découvrir un petit peu plus justement votre exploitation. Que cultivez-vous sur celle-ci et comment choisissez-vous les plantations que vous avez finalement ? Eh ben, on fait du maraîchage, ce qu'on appelle du maraîchage diversifié, donc on fait toutes les variétés de légumes possibles qu'on trouve sur un étal de marché, de la salade aux petits pois en passant par les carottes, les patates et les courges. On fait vraiment toute une gamme je pense qu'on a une soixantaine de variétés en tout. Donc on fait ça d'une part parce qu'on vend des légumes en frais en direct à la ferme tous les mardis soirs, et après certains légumes on en fait en plus grande quantité pour pouvoir entre guillemets alimenter l'atelier de transformation et faire toutes les recettes qu'on a développées. D'accord, et il n'y a pas que des légumes, il y a également donc des plantes qui vous servent notamment à fabriquer les pestos par exemple. Oui, les pestos, on les fait avec des feuilles de basilic ou aussi avec pas mal de feuilles de légumes. On en fait un avec les fans de fenouil, des fans de carottes. Et après, on cultive un petit peu d'aromates aussi pour faire des pestos, puis pour agrémenter tous les autres plats. La coriandre, le basilic, le persil, tout ça, on cultive aussi toutes ces plantes-là. D'accord. Et alors, quelles sont les variétés les plus originales que vous cultivez dans votre ferme ? Est-ce qu'il y a peut-être des plantes ou des légumes qui sont un petit peu moins connus ou peut-être mal aimés ? Un peu moins connu, je sais pas, ça va peut-être dépendre un peu des personnes, mais je sais qu'on a des clients qui sont venus nous voir et qui avaient jamais vu un légume qu'on leur proposait régulièrement dans le jardin. Ça s'appelle le pâtisson. C'est de la famille des courges, mais ça va plutôt se récolter, se cultiver, se manger comme une courgette. C'est en forme un petit peu en forme de fleurs. Il en existe des blancs ou des jaunes, et il faut les ramasser bien jeunes. Et ça a un petit goût d'artichaut. Et ça a une chair assez tendre comme une courgette. Donc ça, c'est un petit légume qu'on a pu faire redécouvrir ici à des gens. Après, on est quand même dans un milieu rural, donc les gens sont assez habitués à avoir tout un tas de légumes. Mais en ce moment, là, on a des fèves, des fenouils, on a des petites blettes qui arrivent, des choux chinois. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a des pois gourmands. Voilà, les salades, les radis, bien sûr. Voilà, tout un tas de choses en fait. Tout un tas de légumes, ouais. Et alors, du coup, évidemment, à côté de tout ça, on en parlait un petit peu tout à l'heure au début de l'interview, vous avez développé toute la partie conserverie. Et donc, cette conserverie, j'imagine qu'elle était essentielle, notamment parce qu'elle a permis d'utiliser des légumes qui étaient peut-être un petit peu moins beaux aussi et qui ne pouvaient pas se vendre tels quels sur le marché. On avait ce point de vue-là, mais c'était aussi que le projet, on l'a monté à deux avec Marie-Laure, donc on est deux associés sur la ferme. Et on dit que pour pouvoir se tirer un salaire et vivre de son travail en maraîchage diversifié, il faut 1 hectare par associé. Donc ça sous-entendait qu'on ait 2 hectares. Nous, les terrains autour de la maison, les terrains qu'on a achetés, ça faisait pas 2 hectares.
On avait 3000 mètres carrés de prairies. Depuis, on en a récupéré un petit peu. On doit être à 5000 mètres carrés en tout si on compte vraiment très large autour des planches de culture. On est toujours loin des 2 hectares. Du coup, c'était pas possible de faire que du maraîchage diversifié. Donc ça c'était d'une part, et d'autre part, Marie-Laure, mon ami, ça, une de ses grandes passions, c'est de faire de la cuisine. Et des petits pestos, des petites tartinades, des choses comme ça, c'est des choses qu'on faisait déjà pour nous comme ça, mais pour offrir aux copains à Noël ou à la famille, ou pour faire des repas. Et en fait, on s'est dit, quitte à faire ça, quitte à aimer faire ça et aimer le partager, peut-être en faire une partie de notre activité. Eh ben, en Du tout coup, cas, c'est c'est une quand même. très belle chose parce Ouais. que vraiment, vous avez des produits très variés qui sont pour certains très originaux. Et justement, j'ai envie de vous poser une question à ce sujet. Quelles sont les recettes les plus originales que vous ayez pu développer? Des choses qui changent un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement finalement en conserve. Marie-Laure, du coup, la chef cuistot de la ferme, elle est originaire de l'île de la Réunion. Du coup, une des préparations qu'on fait et qui a un très fort succès, c'est un hachard de légumes. Donc là, on travaille du chou blanc avec de la carotte et tout ça, c'est cuisiné dans un mélange ail, gingembre, curcuma, vinaigre. Donc ça va être épicé, un petit peu pimenté, mais pas trop. Et ça va se manger aussi bien chaud en accompagnement d'un plat ou froid en salade, ou dans des sandwichs ou dans des frappes. C'est vraiment un produit qui plaît beaucoup et un produit qu'on trouve pas ailleurs sur le marché. On fait aussi des kimchi, donc là on est sur une recette qui est coréenne à la base, on est sur la lactofermentation, donc le même principe que la choucroute. Et nous on le travaille avec du radis daikon, donc on fait la lactofermenter les raves du radis daikon, avec une sauce un peu pimentée aussi. On en a différents, plus ou moins pimentés. Et voilà, ça pareil, c'est des petits produits qu'on trouve pas facilement dans le commerce, ou au moins dans notre secteur, autour d'Ambert et Tillers. Et c'est des produits qui sont assez appréciés. D'accord. Et alors, j'ai vu que vous aviez également des pestos assez originaux, notamment des pestos de fenouil et de noix et également du kotomili. Oui, le kotomili. Le kotomili, pareil, c'est le petit nom créole pour parler de la coriandre. Donc c'est un pesto de fans de coriandre, qui est assez original, qui est assez frais, qui a un petit peu ce côté qui prend bien la bouche en début, là, qui est assez agréable. Et on a aussi développé toute une gamme de sauces et notamment des ketchup. On a 4 ketchup différents. On a des ketchup doux et ronds, comme le ketchup de betterave, qui va être rouge, qui va rappeler un petit peu le ketchup traditionnel et qui a la bonne couleur pour les enfants. Des fois, c'est un petit peu dur de leur faire manger des légumes. Donc là, c'est un ketchup un peu différent qui est fait avec de la betterave. On en a un autre qui est fait avec de la courge, un autre qui est fait avec de la tomate verte et un autre avec des tomates cerises. Et comme ça, dans la gamme, plus on avance, plus c'est pimenté, plus c'est épicé. On essaye du coup d'avoir une petite gamme là qui peut correspondre à tous les palais. Et puis, pour rester dans l'originalité, il y a également des petites recettes sucrées et notamment des confitures à base de légumes. Oui, on a fait des confitures de légumes et puis une petite confiture qu'on aime bien faire en début de saison qui s'appelle la cramaillotte. C'est une gelée de fleurs de pissenlit. Donc c'est notre première transfo de l'année ça. Dès que les pissenlits fleurissent, on les ramasse et tout l'enjeu c'est d'enlever les pétales du pédoncule. Une fois qu'on a fait ce travail-là, donc on garde que les pétales jaunes. On les fait infuser pendant 24 heures et après on en fait une confiture, on met ça en pot. Donc ça fait une petite gelée qui est très fraîche, qui est très florale et qui va bien passer au petit déjeuner sur une tartine avec du beurre, mais aussi qui passe très bien dans un fromage avec un fromage frais, un fromage blanc, plutôt en dessert du coup. D'accord. Et alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de l'apéro, forcément. Et vous avez des pickles qui sont pour le coup très très originaux, puisqu'on retrouve notamment des pickles de chou rave et de pâtisson. Donc là, pour le coup, ça, on ne le voit pas ailleurs. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, on a du fait qu'on soit maraîcher et qu'on produise nos légumes, c'est vrai que du coup on peut se permettre de travailler des légumes qu'on trouve pas forcément dans le commerce ou qui peuvent être difficiles d'accès si on aurait été seulement transformateur, seulement artisan transformateur. Du fait qu'on soit paysan, on cultive vraiment nos produits qu'on met dans nos pots. Du coup, voilà, ça nous offre une plus grande liberté. Et après, tout le talent de Marie-Laure, il se révèle dans l'association du légume et des épices qu'elle met ensemble pour donner des petits goûts et des petites singularités à tous ces produits. Donc en fait, si on devait résumer un petit peu toutes ces recettes, on pourrait dire qu'on est sur quelque chose de très aromatique finalement, hein. Oui, oui, c'est le retour de nos clients, c'est que ça,
c'est toujours épicé. C'est jamais les mêmes épices. On travaille avec une trentaine d'épices différentes, mais c'est toujours épicé. C'est toujours un petit goût, une petite saveur qui fait voyager, qui apporte de la fraîcheur, qui apporte des petits goûts en deuxième bouche. C'est ce travail-là qui fait que je pense une partie de nos clients apprécient les produits et reviennent en acheter. Et oui, bien sûr. Et alors, comment se présente votre atelier de transformation? Quels sont les équipements dont vous disposez? C'est vrai que je suis curieux de savoir un petit peu ce que vous pouvez utiliser justement pour faire toutes ces recettes. La partie cuisine, elle se divise en deux parties. On a une première partie qui va être la légumerie et la deuxième partie qui va être la cuisine à proprement dit. Donc dans la première partie, c'est là où on va apporter nos légumes en tout début, juste après la récolte. Donc on va les découper, les parer, les laver. Une fois qu'ils sont tout propres, ça passe dans la partie cuisine. Et dans la partie cuisine, on a des éléments de cuisine qui sont peut-être un peu plus gros que dans une cuisine traditionnelle, on va dire, mais on a des plaques de cuisson, on a des grosses gamelles. On a un robot qui va nous les couper soit en rondelles, soit en cubes, soit le râper, selon ce qu'on veut faire. On a un tamis automatique. Un tamis automatique, c'est ce qui permet, par exemple, quand on fait le caviar d'aubergine, on met l'aubergine cuite d'un côté, et ça va ressortir d'un côté une purée d'aubergine et de l'autre côté la peau et les pépins. Donc voilà, c'est une sorte de gros tamis avec des couteaux qui tournent à l'intérieur en silicone, qui va vraiment séparer la partie molle des parties dures. Et après, on a des outils un peu traditionnels, certes un peu plus gros, mais traditionnels. Et après, ce qui va faire la particularité, ça va être la partie mise en bocaux. Du coup, on travaille avec des bocaux en verre. Donc, on a une doseuse pour mettre tous les produits pâteux dans les pots. On a une capsuleuse qui va venir nous visser la capsule et rendre le pot étanche. Et après, on a un autoclave. L'autoclave, c'est une grosse machine. Il faut imaginer que c'est une grosse cocotte minute dans laquelle on peut mettre plein de pots. Et l'avantage de l'autoclave, c'est que ça va permettre de faire chauffer. Donc il va se remplir d'eau et ça va permettre de faire chauffer l'eau au-delà de 100 degrés parce que ça remet de la pression. Donc ça va monter en pression et monter en température et c'est ce qui va nous permettre de stériliser nos pots. C'est-à-dire que toutes les conserves que l'on fait et qui sortent de la ferme là, ils ont tous eu un traitement thermique, ce qui fait qu'ils vont pouvoir se conserver au moins 3 ans après la fabrication. Donc on va pouvoir de ce fait les commercialiser dans des réseaux de magasins, d'épiceries, de choses comme ça, et sans souci de conservation. D'accord. Alors justement, puisque vous parlez de pots en verre, est-ce que ces pots sont consignés? Est-ce qu'on peut également peut-être vous les ramener une fois qu'on a terminé de les utiliser? Oui, tout à fait. On les récupère, donc il n'y a pas de consigne payante, mais c'est une consigne volontaire, on va dire. Donc on peut nous les ramener et nous, tous les ans, on les emmène pour les faire laver. Donc ils sont relavés, reconditionnés et on peut les réutiliser. Oui, tout à fait. On ne garde pas les capsules. Les capsules, c'est à usage unique. Mais les contenants en verre, on peut tout à fait les réutiliser. Ce qui est bien, c'est que ça rentre parfaitement dans votre démarche éco-responsable pour le coup. Tout à fait. Alors, parlons maintenant donc de la manière dont on peut vous découvrir un petit peu plus en détail. Est-ce que vous proposez des visites, notamment de votre ferme, pour transmettre un petit peu vos valeurs agricoles? Oui, enfin, on a plusieurs moments dans l'année où on ouvre notre ferme au public. Bon, déjà, elle l'est tous les mardis après-midi lors de la vente des légumes. Donc là, chez nous, la vente de légumes, ça se passe sur réservation via un site qui s'appelle cagette.net. Donc vous pouvez aller sur ce site-là, vous cherchez le croque-jardin, donc ça c'est le nom de notre ferme, et vous trouverez tous les légumes qui sont disponibles toutes les semaines. Donc ça c'est un premier moyen de nous rencontrer. Et ensuite on fait différents événements dans l'année. On travaille avec notre communauté de communes. Ici c'est en Berly-Vardres-Forez, où on essaye d'ouvrir nos jardins sur un événement qu'ils font tous les ans, qui est la fête du sol vivant. On fait une visite de ferme sur une thématique précise tous les ans. Et nous, on organise tous les étés une petite saison culturelle qui s'appelle les croque-cultures. Et du coup, là, on fait des visites de ferme et des spectacles à la ferme. Donc c'est l'idée du repas à spectacle. Donc on vient à la ferme, le ticket d'entrée permet d'acheter le repas et de voir le spectacle. Et cette année, on a 2 dates. On a du théâtre de rue le 7 juillet avec Marc en solo, avec son spectacle à table. Et le 21 juillet, on a un spectacle de contes fait par Frédéric Lanoir et Charlotte Poli.
C'est Le Cœur du Troll et autres légendes. Donc, voilà, ça sera un spectacle de contes le 21 juillet à 19h. Et on fait aussi le 21 au matin avec une des conteuses du soir. On fait ça un peu tous les ans et ça marche plutôt bien, c'est assez rigolo. C'est une visite de ferme contée, ça s'appelle Conte-moi le jardin. Donc en fait, on fait la visite à deux, moi en tant que maraîcher et Fred Lanor en tant que conteuse. Et donc du coup, c'est l'idée d'une visite de ferme où moi j'explique un petit peu comment on travaille, on voit les différents espaces de la ferme. Et en parallèle, il y a Frédéric qui raconte des histoires, des contes liés au jardin. Donc c'est un petit peu une manière différente aussi de faire une visite de ferme, mais qui est assez rigolote et assez ludique. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est original et puis c'est une manière de découvrir votre ferme autrement. Et alors, quels sont vos projets ? Est-ce que vous allez peut-être prévu de développer des choses un petit peu originales dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours ? Peut-être des nouveautés dont vous voudriez peut-être nous parler en exclusivité, sans trop en dévoiler bien sûr. Mmh. Alors, en petite nouveauté, c'est plutôt un retour. C'est un produit qu'on n'avait pas proposé depuis plusieurs années, mais là, en ce moment, c'est moins les cuisines. C'était une bonne année pour le fenouil. Tout à l'heure, vous me demandiez c'était quoi l'année. Cette année, le fenouil, c'était pas trop mal. Il a fait assez frais, il y a eu un petit peu d'eau au printemps, donc c'était bien pour eux. Du coup, on a pas mal de fenouil. Donc, c'est le retour du pesto de fan de fenouil et d'un relish de fenouil qui va arriver là dans nos différents magasins. D'ici 2 à 3 semaines, là, le temps que les recettes se transforment et qu'on se finisse et le temps qu'on fasse la stabilité et l'étiquetage. Donc ça, c'est des petites nouveautés au niveau conserve. Après, niveau légumes, on va essayer de pas avoir trop d'intempéries pour pouvoir proposer tout le panel large de légumes, notamment la grêle. Ici, on n'est pas épargné tous les ans par la grêle et du coup, les tomates dehors, ça aime pas bien la grêle. Donc voilà, et puis là, ce qui va pas mal nous occuper, ça va être les croque-cultures, ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont bien nous occuper tout l'été. Et oui. Et après, sur la fin d'année, c'est plutôt les marchés de Noël. Du coup, on fait pas de marché hebdomadaire, de marché de plein vent hebdomadaire. C'est pas nos produits, on pense qu'ils s'adaptent pas trop à ce type de marché. Je parle notamment des conserves, mais on fait des marchés plutôt exceptionnels. On fait des marchés de Noël, on fait le marché de la fête du Béal, on fait le marché Tatou Juste à Saint-Étienne, qui est une grande foire bio. Voilà, on fait quelques événements comme ça dans l'année. D'accord, bon en tout cas, on sait déjà qu'on peut vous retrouver de temps en temps sur quelques marchés, notamment en fin d'année, mais on peut surtout vous retrouver facilement donc du côté de Bertigna et sur vos réseaux et c'est l'occasion d'en parler. Alors est-ce que vous avez donc une page Facebook, un site internet que vous pourriez nous donner justement ? Ouais, tout à fait, on a une page Facebook, mais on a surtout un site internet qui est bien à jour, ça s'appelle lecroquejardin.fr. Sur lequel vous retrouvez toutes les informations de la ferme, notamment tout le programme des croque-cultures si ça vous intéresse de venir cet été, et puis aussi tous les liens. Il y a une grande carte avec tous les magasins dans lesquels nos produits sont présents et des liens pour pouvoir commander aussi directement à la ferme. Et il y a un petit formulaire de contact si jamais vous voulez venir visiter la ferme, faire un petit groupe parce que le projet vous intéresse ou vous-même vous avez un projet dans ce genre-là, il y a pas de souci, on est tout à fait ouvert. Contactez-nous et puis on essaie de trouver une date. C'est ça le plus dur, mais on y arrive. Eh bien écoutez, en tout cas on était vraiment très contents de pouvoir vous découvrir. Vous avez une très belle démarche dans votre ferme. Vous laissez tout simplement les choses aussi se faire avec l'environnement que vous avez autour de vous et ça c'est très important puisque après tout il faut savoir aussi préserver son environnement. On ne cesse de le répéter. Et puis en plus de ça, vous proposez des produits originaux avec des recettes qui changent de ce qu'on voit d'habitude dans des conserves. On le disait tout à l'heure avec des produits comme le chou rave par exemple qu'on voit très très peu ou également des choses originales, la char de légumes, le kimchi, etc. Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on était très contents de vous découvrir. On vous remercie infiniment Maxime d'avoir été avec nous et puis on vous dit à très bientôt. Oui, ça marche, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à vous. Merci à vous, très belle soirée. Et nous, sur Variance FM, on va devoir se quitter. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est la suite de vos programmes qui vous attend, notamment le Cabanon du soir. Et pour ma part, je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de l'émission Des idées et du goût. Bonne soirée et à bientôt.